Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. La première chose, c'est qu'on est très heureux, Elancy et Stratum, de vous accueillir aujourd'hui. Donc l'idée, c'est évidemment de traiter de la recherche de bénéficiaires et de comment sur ce processus, on va pouvoir allier conformité et efficacité. Évidemment, c'est un processus critique avec des réglementations contraignantes et donc l'idée, c'est de pouvoir le rendre le plus efficace possible. Pour ce qui est des questions, vous avez normalement un onglet en haut à droite qui vous permet de poser l'ensemble de vos questions par écrit. Donc nous, on pourra les lire. On a prévu un temps à la fin du webinaire. On a prévu une dizaine de minutes pour pouvoir y répondre. Si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les écrire et on pourra y répondre pendant la présentation. D'abord, je voudrais vous présenter un peu les intervenants du jour. Donc, Grégory, si tu veux dire un mot. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Grégory Vérec, je suis manager assurance au sein du cabinet Elancy. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai effectué plusieurs missions autour des lois Eckert et des projets de mise en conformité par rapport à cette loi-ci. Et donc, je passe la parole à Gaspard. Oui, donc rebonjour à tous. Effectivement, donc Gaspard, moi je suis responsable produit du côté de Stratum. Donc nous, on est là pour outiller ces processus critiques Eckert Park pardon, et vous apporter de l'efficacité là-dessus. Donc on va vous présenter un petit peu ce qu'on a prévu pendant l'heure de ce webinaire. Donc Elancy via Grégory va vous présenter les deux premières parties. Oui, alors on va commencer par vous parler des enjeux de la recherche bénéficiaire dans ce contexte fortement réglementé. Et aussi, on a choisi l'angle d'attaque de vous présenter par suite à un retour d'expérience, en fait, comment se déroule un contrôle ACPR des contrats non réglés et finalement, quels sont les points sur lesquels vous devez être aujourd'hui vigilant par rapport à cette réglementation-là. Donc ça, normalement, ces deux premières parties, on va prendre 20 minutes pour les présenter globalement. Derrière, nous, ce qu'on veut vous présenter, c'est le produit, le produit Stratum, et on va vous le présenter par un REX qu'on a avec la CNP, parce qu'on a un projet en production donc chez eux, où justement on est capable de tracer, de gagner en efficacité sur ce processus de recherche de bénéficiaires. On a réussi à diviser le temps de traitement de cette recherche par 4, et donc on va vous présenter ça. Et ce que je voudrais, c'est aussi vous présenter globalement une démonstration du produit. De la même manière, je pense qu'on va prendre un quart d'heure, 20 minutes sur cette partie-là. Et donc, ça nous laissera aussi du temps pour discuter, poser des questions, répondre à vos questions pendant la présentation et surtout à la fin. D'abord, on va présenter un petit peu nos deux entreprises et en quoi elles sont complémentaires. Donc, je vais commencer par vous parler d'Elancy. Donc, Elancy, aujourd'hui, c'est un cabinet de conseil en organisation et management qui intervient exclusivement autour de l'industrie financière, à savoir qu'on adresse tous les secteurs d'activité de cette industrie, la banque de détail, le service d'investissement et l'asset management, la banque de financement et d'investissement, et également l'assurance. Et on adresse aussi des sujets plus transverses par les fonctions centrales de tous ces acteurs-ci et des projets d'innovation et de digital. Donc aujourd'hui, Elancy, c'est un cabinet de 120 consultants. Elancy, c'est aussi un groupe puisqu'on a une entité donc, au Maroc qui regroupe une vingtaine de consultants, et également une entité qui s'appelle Avanti, qui est composée là plus de profils de business analysts et d'un réseau d'experts et d'indépendants qui va adresser là plus des sujets autour de problématiques de grands projets informatiques. À noter qu'au niveau de l'assurance, Elancy adresse toutes les lignes métiers, que ce soit autour de l'assurance de personnes et autour de l'assurance de biens. On a également donc de nombreuses références, que je vous en ai mis quelques-unes ici, autour de la loi Eckert. On a accompagné deux acteurs sur de grands projets de mise en conformité autour de la loi Eckert, donc avec la définition des exigences du régulateur et la définition de tout un plan d'action pour pouvoir se mettre en conformité. On a également une autre expérience d'externalisation en fait, de la gestion d'un stock de contrats non réglés, là avec le choix d'un délégataire de gestion et la conduite du projet pour lui confier le traitement de ce stock. Et dernière expérience dont on va beaucoup parler aujourd'hui, puisqu'on a pu accompagner un acteur du marché qui a été audité par la CPR sur justement la loi Eckert et sa gestion des contrats non réglés.
Et voilà, donc Stratum aussi, en un mot, donc nous, on est assez complémentaires de ce qu'apporte évidemment Elancy. Elancy, ils ont toute la compétence métier et la connaissance métier. Et donc nous, on va apporter un outil, parce qu'on est un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels SaaS, basé sur différentes technologies qu'on utilise, dont la blockchain, pour fiabiliser, simplifier et gagner en efficacité sur vos processus critiques. D'accord? Et donc évidemment, sur un processus critique tel que la recherche de bénéficiaires, un processus multipartenaire avec des données sensibles et fortement réglementées. Donc aujourd'hui, on a plusieurs clients en production. Ce sont plutôt des acteurs du SBF 120 et du CAC 40, comme AXA ou CNP. CNP, évidemment, on va vous présenter le cas dans la deuxième partie de ce webinaire. Et en premier lieu, je vais surtout laisser la main à Grégory pour qu'il explique un petit peu le contexte et les enjeux de la recherche de bénéficiaires. Donc, sur les enjeux de la recherche bénéficiaire, aujourd'hui, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais c'est évidemment un processus qui a été très fortement réglementé depuis 2005 avec l'apparition d'Agira 1 jusqu'en 2019 avec l'apparition des renforcements de la loi Eckert introduit par la loi Pacte. Et donc, tout ça a engendré, en fait, pour les assureurs, une augmentation significative du nombre d'ETP, x4 entre 2013 et 2016, et une augmentation aussi extrêmement importante du nombre de dossiers qui sont confiés à des acteurs type généalogiste ou cabinet d'enquête. Alors aujourd'hui, on n'a pas de chiffre de marché clairement établi sur comment augmenter les ETP entre 2016 et 2019-2020, mais dans ce qu'on a pu constater, et je pense que vous faites le même constat chez vous, ils ont encore largement augmenté au cours de ces 4 dernières années, pour sans doute atteindre presque des multiplicateurs x10 depuis 2013. Derrière, qu'est-ce que ces réglementations ont engendré concrètement en termes de sanctions? Aujourd'hui, c'est 103 millions d'euros de sanctions qui ont été émises par la CPR sur le sujet de la loi Eckert et des contrats en déshérence, pour justement 4 sanctions au total. À noter que le montant moyen de sanctions est extrêmement élevé sur cette problématique-là, à savoir qu'on a un montant de moyen de sanctions de 26 millions d'euros. Et le point sur lequel on voudrait attirer votre attention aujourd'hui, c'est que ces 4 sanctions, elles ont été émises avant l'entrée en vigueur de la loi Eckert et les renforcements de la loi Pacte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que depuis l'entrée en vigueur de la loi Eckert en 2016, le régulateur a laissé un délai qu'on peut considérer comme confortable pour se mettre en conformité de 4 à 5 ans. Et donc, on anticipe assez facilement une augmentation du nombre de contrôles ces 2 dernières années et de possibles sanctions qui pourraient tomber dans les mois et les années à venir. On va maintenant vous expliquer comment se déroule un contrôle ACPR des contrats non réglés et quels sont les points finalement sur lesquels aujourd'hui on doit faire attention. Faut savoir que les points clés d'un contrôle, déjà, c'est une sollicitation extrêmement importante de vos équipes en interne. Donc ça va solliciter vos directions des opérations, vos directions juridiques, l'audit interne, les ressources humaines et énormément aussi vos équipes de gestion. Et parfois, si un contrôle dure plusieurs mois, et ça dure souvent plusieurs mois et ça peut durer jusqu'à plus d'1 an, ça va solliciter plusieurs ETP à temps complet. Donc, il faut avoir en tête que ça peut avoir un véritable impact opérationnel et qu'il est toujours aussi pour ça bien de se faire accompagner lors d'un contrôle. Et également avoir en tête que les contrôleurs auxquels vous allez être confrontés, ce sont des spécialistes à la fois de la réglementation en question, donc ici de la loi Eckert, mais également de votre secteur d'activité. Ce sont des personnes qui vont très bien connaître, selon que vous soyez une compagnie d'assurance, une institution de prévoyance ou la mutuelle, le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Donc vous avez vraiment des doubles experts au métier juridique. Derrière, quelles sont les différentes étapes en fait d'un contrôle ACPR? Très brièvement, il y a une phase préalable de prise de contact pour simplement faire un état des lieux de manière encore assez informelle sur l'état d'avancement de la mise en conformité, la situation du stock. Derrière, vous avez une étape de cadrage où vous allez avoir toute une collecte documentaire de processus, de reporting et également pas mal d'interviews thématiques sur les différents piliers de la loi Eckert. Donc, c'est déjà une partie très mobilisatrice et qui demande aussi d'avoir à disposition un certain nombre de documents et déjà une piste d'audit, ce qui n'est pas toujours le cas. Derrière, une étape de ciblage qui, à la suite de cette phase de cadrage, les contrôleurs, on devrait déjà identifier les potentielles faiblesses ou manquements du processus.
Donc, vous aurez des questionnaires d'approfondissement, des demandes d'extraction des systèmes d'information et des demandes là de sortie de dossiers clients. Ensuite arrive la phase de contrôle des dossiers clients où là, un par un, les dossiers vont être contrôlés pour voir si la loi est bien respectée. À l'issue de ça, les contrôleurs vont rédiger un rapport sur lequel vous aurez un droit de réponse et qui derrière fera l'objet d'un rapport final. Et ensuite, vous avez une phase d'issue du rapport où soit tout s'est très bien passé, il n'y a rien à redire et il n'y a pas de suite à la mission, soit éventuellement vous aurez une lettre de recommandation ou dans les cas les plus défavorables, une poursuite vers la commission des sanctions. Ensuite, on a voulu vous indiquer quels étaient en fait les points de contrôle qui étaient identifiés par la CPR. Donc, le premier, c'est l'existence d'un processus fiable et de sa piste d'audit. Les contrôleurs vont en fait identifier est-ce que vous utilisez correctement les canaux Agira 1 et 2, est-ce que vous identifiez bien vos assurés centenaires et vous faites attention à la qualité des données qui sont liées, est-ce que les clauses bénéficiaires sont bien claires et sont bien appliquées, quelles sont vos modalités d'identification des contrats en déshérence et est-ce que vous avez un processus déjà rédigé et correctement appliqué de validation d'un dossier en déshérence. Le deuxième point de contrôle, c'est l'exhaustivité de toutes les recherches que vous allez entreprendre et des actions également qui sont liées. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable en fait de restituer tout ce qui a pu être fait sur un dossier, de l'initialisation à la conclusion de ce dossier-là. Donc, comment est-ce que vous avez identifié ces contrats non réglés? Est-ce que vous les identifiez tous? Comment est-ce que vous traitez les contrats avec une forte ancienneté? Parce qu'on sait qu'ils vont être traités différemment. Est-ce que vous avez un processus de recherche bénéficiaire qui est suffisamment robuste? C'est-à-dire, est-ce que vous exploitez toutes les données que vous avez à disposition pour pouvoir rechercher un bénéficiaire? Ensuite, les contrôleurs vont faire attention à l'exactitude des données financières et le respect des délais réglementaires. C'est-à-dire qu'ils vont prêter attention au provisionnement effectif de tous vos dossiers non réglés. Donc là, il faut être capable d'avoir mis en place un provisionnement tête par tête et prouver que pour tel dossier, les fonds alloués sont bien provisionnés. Ensuite, ils vont vérifier la conformité des montants versés. Donc, c'est est-ce que je verse le montant de manière correcte par rapport à ce qui est indiqué dans mes conditions générales? Et 2, c'est en fonction des délais réglementaires, est-ce que je verse bien les intérêts de retard qui sont liés et est-ce que je revalorise correctement le capital? Et le dernier sujet là-dessus, c'est est-ce que pour les dossiers pour lesquels c'était le cas, j'ai bien effectué mes versements à l'État ou à la Caisse des dépôts et consignations de manière fiable et traçable. Dernier point, ils vont regarder si vous avez une vue d'ensemble de tous les dossiers et de leur avancement. Donc, c'est-à-dire de prouver que vous avez bien identifié tous les dossiers avec une garantie d'essai et que vous savez exactement où en sont vos dossiers et à quelle étape du processus et qu'est-ce qui reste à faire sur ces dossiers-là. Donc, il est essentiel là de pouvoir prouver que vous avez une vision de pilotage assez fine pour prouver que vous êtes capable d'instruire dans la globalité l'ensemble des dossiers. Derrière, suite à tous ces piliers de la réglementation, on va vous présenter pourquoi est-ce que lorsqu'on a rencontré Stratum, on a été convaincu que cette solution pouvait vous accompagner pour résoudre justement les problèmes d'efficacité et de conformité qui étaient liés à ce processus-là. La première chose, c'est qu'il faut savoir que c'est un processus sur lequel il y a énormément d'échanges entre acteurs et entre outils, qu'ils soient internes ou externes. Derrière, ça peut poser des problèmes d'efficacité, notamment parce qu'il faut pour le gestionnaire consulter l'ensemble des outils. Et c'est souvent une perte de temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un gestionnaire reprend le dossier, il doit aller consulter une multitude d'outils, ce qui lui fait perdre énormément de temps. Et derrière, on a constaté aussi une pauvreté et des dysfonctionnements des flux interacteurs. Je prends l'exemple des cabinets d'enquête. On constate qu'on fournit souvent trop peu d'informations aux cabinets d'enquête et on maximise pas leurs chances de retrouver les bénéficiaires. Donc, d'où l'intérêt de fiabiliser ces échanges interacteurs. Ensuite, c'est un processus sur lequel il y a énormément de temps d'instance. Donc, entre le moment où j'envoie mon dossier à un cabinet d'enquête, ensuite j'attends le retour, le moment où j'envoie un premier courrier à un bénéficiaire et j'attends son retour. Tout ça, c'est des moments sur lesquels il y a un risque de délai augmenté, donc de versement d'intérêts de retard, et à nouveau en redondance dans la prise de connaissance du dossier par chaque opérationnel, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'instance, c'est potentiellement, selon les paramétrages des outils, un nouveau gestionnaire qui reprend le dossier et il le reprend de A à Z, avec parfois sa propre interprétation du dossier,
qui peut engendrer des problèmes de fiabilité. Et dernier point sur cette instance, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'un dossier n'est plus en cours de traitement, parce qu'on attend une pièce, et ben, c'est un dossier qu'on risque d'oublier plus tard. Donc là, il faut se garantir d'avoir un outil qui nous permet d'avoir une vue sur tous les dossiers, qu'ils soient en instance ou pas. Dernier point, c'est qu'on a un manque de fiabilité et de traçabilité, et de traçabilité de toutes les actions entreprises. Donc j'ai souvent du mal à restituer l'ensemble des actions faites lors d'un passage en déshérence. Et derrière, il y a un double risque en fait. Soit j'ai pas assez d'informations et je valide un dossier en déshérence par erreur, alors que j'aurais pu voir que certaines actions n'avaient pas été faites. Soit le fait de ne pas avoir assez d'informations eh bien, me fait poser encore plus de questions sur est-ce que j'ai bien fait toutes les recherches. Et à ce moment-là, on part sur des circuits de mise en déshérence qui sont bien trop longs avec des actions complémentaires sans fin. Ensuite, alors voilà, là on ne va pas rentrer dans le détail de chaque étape sur ce processus. L'idée c'était de vous donner une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'en fait sur l'intégralité du processus, vous avez constamment des phases d'interaction entre plusieurs outils ou des échanges interacteurs, une multiplicité de temps d'instance et pas mal de moments autour de la validation de la déshérence où je suis en recherche de fiabilité. Et donc c'est bien la preuve qu'en fait c'est l'entièreté du processus qui doit être outillée pour pouvoir répondre aux exigences de fiabilité, de conformité, mais aussi tout en restant efficace en même temps. Derrière, suite à ces constats, pour nous, les clés d'un processus conforme et efficace, elles sont triples. C'est il faut être capable d'accompagner les gestionnaires, les opérationnels pour fluidifier le processus pour eux et minimiser les temps d'instance. Et à chaque fois, de déterminer pour chaque dossier quelle est l'action suivante que je dois entreprendre et d'avoir une visibilité claire dessus. Ensuite, c'est de supprimer ou au moins de faciliter les frontières entre les outils et les acteurs. Donc, qu'est-ce que ce soit au sein du système d'information en propre de l'acteur d'assurance ou dans sa relation avec un cabinet d'enquête ou un généalogiste. Et enfin, c'est d'affiner le pilotage que vous avez sur chaque dossier, sur l'ensemble du processus, pour pouvoir être capable de dire, ben voilà, j'ai autant de dossiers à telle étape du processus et j'en ai autant qui sont en fin de processus. Donc, pour pouvoir restituer une vue d'ensemble et allouer finalement mes ressources en mieux et mes actions en mieux pour piloter intégralement mes dossiers. Donc, c'est par rapport à ces trois axes-là que nous, on est assez convaincus que la solution Stratum, justement, peut apporter efficacité et conformité par rapport à ce processus. Je vais maintenant passer la parole à Gaspard qui va vous présenter justement en quoi l'outil Stratum peut répondre à ces problématiques. Oui, merci beaucoup Grégory, c'était effectivement très clair et je pense que le lien peut être rapidement fait effectivement parce que la solution de Stratum, hein, qu'on appelle Trace, permet, et c'est vraiment le cœur de métier de la solution, de vous fournir une traçabilité de bout en bout des étapes clés de votre processus. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va vous restituer une piste d'audit inaltérable, infalsifiable, qui va vous indiquer pour chacune des étapes du process quel acteur a réalisé quelle action, quand, où et pourquoi. Et donc cette piste d'audit qui va être créée par vous et par vos partenaires métiers et par les outils avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer va vous permettre d'avoir par exemple dans un comité de déshérence tous les éléments nécessaires justement pour valider un cas ou non, mais pour valider par exemple le passage en déshérence. Ça, c'est vraiment le cœur de la solution. Et donc, évidemment, pour avoir cette traçabilité-là, nous, on utilise différentes technologies qui sont de la cryptographie, de la blockchain qui permet d'immuabiliser les données et des signatures digitales qui permettent d'identifier très concrètement quel acteur a réalisé l'action. D'accord ? Donc, dans ce processus multipartenaire, on sait toujours quel acteur a fait quoi. Par ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une couche d'abstraction pour que non seulement vous ayez un processus qui soit conforme, mais en plus que vous ayez un processus qui soit efficace. Et cette couche d'abstraction, c'est ce qui va apporter de la simplicité et de l'efficacité sur votre processus, parce qu'on va être capable de digitaliser les étapes qui ne le sont pas. Imaginons par exemple le résultat d'un comité de déshérence, potentiellement c'est un document qui est Word, et ben on va pouvoir le digitaliser et l'archiver dans la piste d'audit, qu'il en fasse partie. On va pouvoir aussi automatiser certaines étapes du processus. Donc typiquement ce qu'on fait avec la CNP, c'est qu'on va router les enquêtes directement en fonction du workload, enfin du taux de remplissage de chacun des enquêteurs. On va le router vers l'enquêteur qui a le plus de disposition pour qu'il puisse nous répondre le plus rapidement sur son résultat d'enquête.
Donc, on va pouvoir automatiser certaines étapes. Cette digitalisation et cette automatisation, ça permet aussi de réduire tous les process manuels, on va dire à faible valeur ajoutée, d'apporter de la qualité de la qualité de données et de fiabiliser le processus. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va structurer le processus, ça je vais vous montrer aussi, on va guider les opérationnels, c'est-à-dire que chaque opérationnel va savoir très concrètement quelle action il doit faire et quelle action est la plus prioritaire en fonction des délais à respecter. Typiquement, je sais qu'une lettre bénéficiaire doit être envoyée sous 15 jours après identification du bénéficiaire. Et ben, si on voit qu'on est à la limite du non-respect de cette deadline, on va pousser les opérationnels à agir sur cette action-là. D'accord ? Donc, on va vraiment guider les opérationnels. Et enfin, on vous apporte du monitoring et du reporting, ce qui vous permet en fait de repérer où sont les goulets d'étranglement, où sont les points de friction sur votre processus, avec quel partenaire ça se passe bien ou moins bien, et donc de retravailler votre processus parce que justement, vous allez être capable de le monitorer de bout en bout. Donc, la solution, c'est vraiment de la traçabilité qui va vous aider dans votre conformité et une couche d'abstraction qui permet simplicité et efficacité. Et donc, toute cette solution-là, elle apporte de la valeur sur des processus qui sont des processus avec plusieurs acteurs, plusieurs partenaires. Donc là, on le voit très bien sur les recherches de bénéficiaires. Et bien, on va avoir plusieurs départements, chacun ont leurs outils internes. On va avoir des partenaires extérieurs comme les enquêteurs, des administrations, des notaires, la mairie, la CPR potentiellement. C'est des processus qui sont fortement réglementés. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Grégory, mais effectivement, avec la loi Agira, ECERT, Pacte, les réglementations internes, on voit que c'est un processus qui est réglementé non seulement en externe, mais en interne. On a besoin de tracer des données et des documents. Est-ce que j'ai bien envoyé ma lettre de bénéficiaire? Est-ce que j'ai bien tous les éléments et les résultats d'enquête pour décider sur un compte, est-ce qu'il doit être en déshérence ou non? Et enfin, c'est des informations qui sont sensibles. On le voit de par les sanctions qui sont émises par la CPR. On sait que c'est aussi des lettres aux bénéficiaires, le nombre de personnes décédées, des délais à respecter. Donc, c'est des informations qui sont sensibles. Et donc, on estime que c'est vraiment un cas clé sur lequel on peut vous apporter conformité et efficacité. Je vais parler un petit peu plus du REX de la CNP. Donc, c'est un cas en production qu'on a avec. On travaille notamment avec la direction d'expérience client, d'accord. Donc, pour ce qui est des enjeux, d'abord il y a la limitation des risques. Évidemment, la CNP, on sait qu'ils ont reçu une amende de près de 50 millions d'euros de la CPR. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prouver qu'on a bien tracé toutes les recherches sur des bénéficiaires pour pouvoir démontrer à la CPR qu'on a fait toutes ces recherches et éviter ces amendes-là. Derrière, évidemment, c'est des gains d'efficacité et des réductions de coûts sur un processus où on sait que les réglementations sont de plus en plus importantes et comme l'a expliqué Grégory, on a de plus en plus d'ETP qui peuvent travailler dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réduire des coûts qui sont affiliés à ces process-là et avec des réglementations plus importantes? Et comme on travaille avec la direction de l'expérience client, évidemment, il y a tout ce qui est satisfaction des bénéficiaires, des clients et des employés. Et on voit que ces enjeux-là, en fait, ils sont très liés à la réalité opérationnelle du processus tel qu'il était décrit chez CNP, tel qu'il existait chez CNP, c'est-à-dire des informations qui sont éparpillées et silotées dans différents outils chez nos partenaires, à la Gira, etc. Un processus qui est partiellement manuel et papier, c'est-à-dire qu'on va casser la chaîne du processus et avoir des éléments justement qui nécessitent de différentes itérations entre différents acteurs du process, une collaboration qui est entravée entre les équipes, un manque de traçabilité et de monitoring et un manque de structuration du processus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement quel acteur doit agir à quel moment. Alors j'ai essayé très globalement de représenter le processus tel qu'il était avant la solution Stratum chez CNP, mais je pense que c'est un cas qu'on rencontre chez pas mal de prospects aussi. Donc, ce constat-là, je pense qu'il est valable sur le marché. C'est-à-dire que on a des étapes, on sait à peu près ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas réellement ce qui s'y déroule. C'est-à-dire que quand on va initier, par exemple, une enquête, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est initiée, on ne sait pas nécessairement si on a tous les documents qui sont affiliés à cette initiation. Est-ce que c'est lié à la Gira? Est-ce que ça vient de tel ou tel outil? Quelle personne a fait l'initiation de cette enquête?
La deuxième, c'est tout ce qui est période de recherche, où en fait, ce qui se déroulait, c'est que ce qui se passait à la CNP, c'est qu'on faisait des recherches à la fois en interne, à la fois en externe, parfois en parallèle, dans différents outils, auprès de différents acteurs, et qu'on ne savait pas exactement, on n'avait pas un endroit unique pour récupérer l'ensemble de ces informations, avec une visibilité partagée entre les différents acteurs. Évidemment, par ailleurs, ici, ça génère des processus et des itérations. C'est un processus qui est très manuel et très papier, avec de multiples itérations entre les différents partenaires. Je vais prendre un exemple très concret, c'est-à-dire que pour aller demander une enquête, la CNP avait un fichier Excel où elle listait l'ensemble des comptes sur lesquels on devait réaliser les enquêtes, qu'elle envoyait mensuellement aux enquêteurs, et les enquêteurs revenaient avec un batch de résultats d'enquête. Typiquement, l'utilisation de la solution Stratum va pouvoir vous permettre de fluidifier le processus parce qu'on va traiter ces enquêtes au fil de l'eau. D'accord ? Donc, c'est vraiment essayer de minimiser toutes ces tâches à faible valeur ajoutée qui vont être assez coûteuses et qui vont prolonger énormément le délai de traitement global du processus. Et finalement, évidemment, à la fin du process, typiquement, si jamais je me retrouve en comité de déshérence, eh ben, j'aurai, je veux dire, une faible fiabilité de l'information. En tout cas, je n'aurai pas une confiance totale dans les informations qui me sont fournies parce que je vais avoir des informations qui sont papier, des informations qui viennent d'outils. Et donc, je vais nécessairement pouvoir demander à ce qu'on recommence certaines enquêtes, alors que là, avec une piste d'audit infalsifiable fournie, vous allez avoir l'ensemble des éléments à votre disposition. Donc, j'ai essayé de vous montrer un petit peu le processus à la CNP. Donc, on a toujours cette phase d'initialisation. Cette phase d'initialisation, on va savoir très concrètement d'où vient l'initialisation des recherches. Donc là, avec la CNP, nous, on est connecté avec leur outil Pega, c'est-à-dire qu'on va récupérer les informations qui viennent d'un outil et ça va générer, on va dire, la première étape du processus. Donc, ça évite, le fait d'être connecté à l'outil, ça évite à ce que les opérationnels aient à faire de la double saisie dans Pega et sur la solution Stratum. Ils passent directement par Pega, nous, on récolte les données. Si jamais il n'y a pas d'outil, ils peuvent remplir un formulaire et dans ces conditions, ce formulaire et les données qui sont dans ce formulaire sont directement mises à disposition sur la solution de Stratum et on va pouvoir initialiser les enquêtes. Derrière, on va faire des recherches internes, donc des recherches dans des outils existants, des outils de CRM, de case management, de BPM internes, et on va pouvoir aussi ajouter à cela des recherches manuelles qui vont être faites par des opérationnels de la CNP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux méthodes pour intégrer de l'information sur la solution, soit via API parce que vous avez des outils existants, mais aussi pour éviter d'avoir des phases et des étapes manuelles, des fichiers Excel, Access qui traînent, et ben on va pouvoir digitaliser ces éléments-là pour que justement on ait une vision commune du process, où on ait l'ensemble des informations dans un même endroit. D'accord ? Autre point qui est aussi important pour l'efficacité, les gains d'efficacité sur le processus, on fournit un système de notification, c'est-à-dire que quand une étape est réalisée, on va notifier l'acteur suivant pour qu'il sache que c'est à lui d'agir. Donc vraiment, on est là aussi pour guider les opérationnels et que ce soit simple d'utilisation. Donc ensuite, à la suite des recherches internes, on va faire évidemment des recherches externes qui peuvent venir soit d'autres bases, soit parce qu'on va transférer cette enquête parce qu'on n'arrive pas à trouver des éléments par nous-mêmes vers un prestataire externe. Donc là, avec la CNP, nous, on s'est connecté avec les outils de deux enquêteurs différents. À noter que pour vous démontrer que la solution est facilement connectable, on s'est ici avec les deux outils on a fait ensemble du projet en moins de 3 mois. On reste des gains rapidement. Et donc, on est connecté aux enquêteurs partenaires de la CNP, ce qui fait qu'évidemment, les enquêtes sont envoyées au fil de l'eau aux enquêteurs et les enquêteurs, par eux-mêmes, dès lors qu'ils ont validé une enquête chez eux, le résultat arrive directement et automatiquement à la CNP qui peut le valider ou non. Et à partir du moment où c'est validé, évidemment, on va suivre le processus jusqu'au bout et donc aller par exemple, au comité de déshérence et à la décision finale ou à la récolte de la lettre au bénéficiaire. Et donc là, on va être sûr et certain, via le redatage
que l'on a, que la lettre aux bénéficiaires a bien été envoyée sous les 15 jours après identification des bénéficiaires. Ce qui est intéressant aussi sur ce cas-là, c'est que petit à petit, on peut étendre le périmètre du projet. Et là, typiquement, on travaille sur le support administratif aux bénéficiaires pour les accompagner dans le remplissage de formulaires CERFA qui sont liés à leur processus administratif. Et donc là, quand on parle de satisfaction des clients, de satisfaction des bénéficiaires, de satisfaction des employés, c'est simplifier non seulement leur processus, mais aussi simplifier les démarches administratives qui sont affiliées aux réglementations du processus. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc évidemment, il y a un autre point qui est clé, qui a été noté par Grégory, c'est que sur ce processus-là, nous, on va aussi pouvoir vous restituer des KPIs, donc d'avoir en capacité de monitorer les délais, les volumes par partenaire, les délais par étape, enfin l'ensemble des KPI qui sont clés pour bien comprendre comment se déroule votre processus, où sont les points de friction, où sont les goulets d'étranglement et comment est-ce que je fais pour faire de l'amélioration en continu sur ce processus-là. Alors, par rapport à ce slide, je voudrais vous présenter un petit peu le produit pour que vous ayez une bonne image de ce qu'il est. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la solution Stratum. Donc, la première chose, c'est que déjà, pour se connecter, on simplifie la connexion en ayant accès aux applications de votre entreprise. Donc là, je vais me connecter pour des raisons classiques. On peut récupérer des permissions avec vos systèmes d'authentification. Donc, une fois que je me connecte sur la solution, la première chose que je peux voir, c'est l'ensemble des processus sur lesquels je collabore. Et ces processus, ils sont interconnectés. Donc, typiquement, je vais pouvoir tracer mes recherches de bénéficiaires et derrière, je vais aussi pouvoir intégrer de l'information sur d'autres processus, donc typiquement le processus administratif avec les bénéficiaires. Le vrai point d'entrée de la solution, c'est le user dashboard. D'accord ? Donc celui-ci, c'est un écran qui est individualisé pour chacun des utilisateurs. D'accord ? Donc là, moi, je suis connecté comme process manager sur la recherche de bénéficiaires en tant que Mélanie. Donc, je travaille pour l'entité Alpha Insurance. Je sais très concrètement quels sont les processus sur lesquels je travaille. Et par ailleurs, et c'est là aussi on va aider à simplifier le processus pour chacun des utilisateurs, on va vous fournir une to-do list. Et donc là, sur par exemple la recherche de bénéficiaires, je sais très concrètement quelle action je dois faire sur chacun des processus. Donc là, typiquement, sur la recherche numéro 46, eh ben, je dois valider mes recherches. Sur la recherche numéro 89, je dois valider l'envoi de la lettre à mes bénéficiaires. Donc, on va vraiment structurer le processus et guider chacun des opérationnels dans les démarches qu'il a à suivre et dans les actions qu'il a à réaliser. Ce que je vais vous montrer par la suite, c'est un écran qu'on appelle l'écran d'overview, de monitoring du processus, qui me liste l'ensemble de mes processus en cours, mais aussi l'ensemble des informations clés qui sont affiliées à ce processus-là. Donc, typiquement, je vais pouvoir voir que sur le cas Anne Mermin, eh ben, j'ai eu la date de décès de la personne, je sais quand est-ce que ma recherche a été validée, je sais quand est-ce que ma lettre a été envoyée, et donc je peux restituer au process manager que je suis des informations clés qui sont liées à ce processus-là. Et je vois que c'est un processus qui est cet écran, ce qui fait qu'il est configurable. Donc, en fonction des données qu'on aura dans le processus, on va pouvoir vous restituer les bonnes informations dans ces colonnes. Là, par exemple, on a pris la date de validation de la lettre parce qu'on estimait que c'était important et qu'il fallait respecter les délais par rapport au moment où on avait trouvé le bénéficiaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi un écran qui est sur lequel on peut ajouter ou supprimer différentes colonnes. On peut le customiser en fonction de l'utilisateur pour que la vue soit la plus lisible possible pour l'ensemble des collaborateurs.
Donc, je vais me concentrer sur un processus, hein, le processus le plus récent et le processus complet, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la piste d'audit qui va vous permettre de référencer l'ensemble des actions qui ont eu lieu sur un process. Et donc, c'est vraiment cette piste d'audit qui est immuable grâce à la technologie blockchain qu'on utilise, qu'on va restituer, mais qui est lisible par n'importe quel interlocuteur métier. Et donc, typiquement, pour un comité de déshérence, où au cours du processus, eh bien, vous allez pouvoir accéder à cette piste d'audit pour voir toutes les actions et toutes les recherches qui ont été faites sur un processus. Et donc, comme je l'expliquais au préalable, on est capable de démontrer pour chacune des étapes quel acteur a fait quoi, quand, où et pourquoi, que ce soit un acteur interne ou que ce soit un acteur externe. Donc, si jamais je reprends par exemple la dernière étape, l'étape de validation de la lettre au bénéficiaire, je sais que c'est mon entité qui l'a réalisé via Samuel Coleman, j'ai la date à laquelle ça a été réalisé et j'ai le contenu de l'étape, y compris avec la lettre que je peux télécharger ici. D'accord ? Si jamais je veux me référer typiquement à la première étape, donc à l'initialisation, par exemple, de la recherche, eh bien, je sais que c'est mon entreprise qui l'a réalisé, mais via un autre département, une autre personne, un autre utilisateur qui s'appelle Mélanie Wilson, qui a initié l'enquête, et j'ai l'ensemble des informations qui me permettent de comprendre pourquoi cette enquête a été lancée, avec des documents attachés qui sont par exemple la CNI de la personne décédée ou son justificatif de domicile ou des éléments comme ça. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que non seulement que ce soit pour des recherches internes entre différents départements, je suis capable de le tracer, mais aussi vis-à-vis de prestataires extérieurs. Donc ça, c'est totalement ce qu'on fait avec la CNP. La CNP, typiquement, on va avoir des enquêteurs qui vont envoyer des résultats en fonction de données qu'on leur aura transmises et qui vont pouvoir nous dire, bah là, typiquement, moi, j'ai fait telle recherche, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de bénéficiaire, et voici mes premiers résultats préliminaires. Si jamais, évidemment, je ne suis pas satisfait par la démarche, je peux continuer le processus, relancer l'enquête, et donc l'enquêteur va continuer, par exemple, ses recherches, ajouter d'autres recherches, par exemple, sur la base RNPP ou avec les mairies. Et typiquement, il va pouvoir me fournir ses résultats, donc le nom du bénéficiaire trouvé, l'adresse, le contact, et le résultat de sa deuxième enquête qui va être affilié ici et que je peux évidemment télécharger. Donc là, ce qui est aussi très intéressant, c'est que toutes ces informations, je les partage en temps réel entre les différents acteurs, ce qui fait que j'ai vraiment une synchronisation des données en temps réel entre les acteurs et une vision unique du processus. Alors, juste pour vous montrer aussi que je ne suis pas obligé d'aller regarder dans chacune des étapes pour accéder aux informations clés, je peux y accéder ici. Donc, j'ai les informations générales. Hein, je sais que c'est le nom d'assuré, c'était Anne Mermin. Le montant, c'était 12 450 €. Le statut de ma trace, là, elle est finalisée, donc c'est à 100%. J'ai les pièces attachées qui sont ici, avec les résultats d'enquête, avec la lettre des bénéficiaires. Et évidemment, comme on a aussi contextualisé l'ensemble du processus, on trace les commentaires qui ont été échangés entre les différents partenaires qui collaborent sur ce processus-là. Donc voilà ce qu'on appelle la piste d'audit. À noter, c'est que évidemment, cette piste d'audit, elle est infalsifiable. Ça veut dire qu'on a une certaine confiance dans les données qui sont échangées entre les acteurs, parce qu'on ne peut pas modifier les données a posteriori une fois qu'elles ont été transmises sur cette piste d'audit ou sur l'outil. L'eurodatage, il est indépendant, c'est un eurodatage de la blockchain, ce qui signifie que, par exemple, sur les dates, moi j'ai reçu l'enquête à telle date, j'ai reçu le nom du bénéficiaire à telle date et j'ai envoyé ma lettre à telle date. Tout ça, c'est totalement indépendant et en interne, vous pouvez le vérifier. Et chaque étape est aussi signée digitalement, ce qui fait qu'il y a non-répudiabilité de l'acteur. On est sûr et certain des actions qui ont été réalisées. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce que simplement je peux échanger des informations entre différents acteurs. Donc, je vais revenir sur mon overview ici. Là, à la gauche de l'écran, je suis connecté comme Process Manager côté Alpha Insurance. Et de l'autre côté, je suis connecté comme enquêteur. D'accord ? Et je vais réaliser une action sur un compte qui s'appelle Georges Ducolin, où là, je vois que typiquement, Alpha Insurance me l'a envoyé et souhaite que je réalise des recherches dessus.
Donc, de l'autre côté, moi, je vais aller me placer sur la même piste d'audit, celle de Georges Ducolin, et on va voir qu'en réalisant une action, donc ce qui se passe avec les enquêteurs de la CNP, c'est que les données viennent directement des outils des enquêteurs. Là, ce que je vais vous montrer, comme évidemment pour la démonstration, je ne suis pas connecté aux outils des enquêteurs, c'est qu'on peut aussi le réaliser par un formulaire qui est assez simple d'utilisation. On va pouvoir dire, eh ben, voilà les différentes recherches que j'ai faites. Donc, je peux en sélectionner en disant, par exemple, que j'en ai fait que 3. Voilà, j'ai trouvé un bénéficiaire. Donc, son nom, ce sera Grégory, par exemple, Martin. Son adresse, c'est 98 rue de la Rue. Donc, je vais récupérer un ensemble d'informations, évidemment, ici. Son mail, c'est gmartin@yahoo. Et je vais pouvoir aussi fournir, donc je pourrais ajouter aussi d'autres bénéficiaires, évidemment, s'il y en a plusieurs. Je peux ajouter des commentaires pour donner et contextualiser l'étape vis-à-vis d'Alpha Insurance et des autres collaborateurs sur mon processus. Et je vais pouvoir ajouter les résultats de mon enquête. Donc, je suis Iota Watch, je vais ajouter les résultats de cette enquête-là. Donc, simplement, je peux ajouter aussi des pièces attachées. D'accord ? Et dès lors que je vais soumettre cette information, eh ben, ce sera évidemment à ma disposition dans ma piste d'audit, mais à disposition des autres personnes qui collaborent sur le processus. Ce qui fait évidemment, et là c'est une manière de vous prouver qu'on a une même vision du processus en temps réel entre les différents acteurs, et ça c'est ce que l'on fait avec la CNP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Iota Watch a réalisé cette action, ça envoie aussi une notification aux acteurs d'Alpha Insurance qui sont responsables de cette enquête pour qu'ils savent que les résultats d'enquête sont arrivés, qu'on a trouvé un bénéficiaire et que donc il va falloir passer à l'étape de validation derrière de ces recherches. D'accord ? Donc voilà pour la démonstration. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, on est capable de vraiment fiabiliser les données par de la digitalisation et par de l'automatisation du processus, que les interfaces sont assez simples d'utilisation parce qu'on veut que ce soit dédié pour des utilisateurs métiers, et finalement qu'on arrive à gagner en efficacité par le fait qu'on ait une même vision du processus, partagée en temps réel entre les différents acteurs, avec notification et alerting pour qu'on puisse traiter le processus le plus rapidement possible. Donc, je vais revenir sur la présentation. Voilà ce que dit Frédéric Fernic sur l'usage de la solution Stratum. Donc, transformer les processus critiques pour améliorer l'expérience client est au cœur des enjeux. Avec Stratum, nous avons réduit de 3 semaines le délai de recherche des bénéficiaires et amélioré le processus pour les gestionnaires. Donc, on retrouve bien ici les éléments qui sont affiliés à la satisfaction des différentes personnes qui collaborent sur le processus, au gain d'efficacité que la solution peut apporter et donc à la réduction de coûts qui sont liés à cela. Et évidemment, ce processus-là, et via la piste d'audit immuable qu'on fournit, ça permet de limiter les risques sur ce process. Il y a un point qui est aussi très important, c'est qu'on est capable de vous restituer des KPI sur votre processus. Et auparavant, évidemment, avec des processus qui sont très manuels et très papier, c'est très compliqué de les monitorer et de les auditer. Là, avec la traçabilité native qu'on vous propose et la structuration de l'information, on est capable de vous restituer l'ensemble des KPI sur votre processus pour que vous puissiez l'améliorer en continu. Peut-être, ouais. Ouais, merci Gaspard. Et on voulait conjointement vous présenter en fait comment peut se passer la mise en place de la solution Stratum. Et c'est vraiment une démarche commune puisqu'il y aura une étape de cadrage dans laquelle Elancy et Stratum vous accompagnent conjointement. Elancy avec son expertise de connaissance de ces processus-là, des exigences réglementaires pour bien cerner l'ensemble des phases qu'il va falloir paramétrer dans l'outil Stratum, quelles sont les différentes étapes du processus, quels sont les délais qui ont été fixés par vous, pour derrière ensuite permettre à Stratum d'avoir tous les éléments clés pour démarrer avec vous la phase de paramétrage et de connexion à vos différents outils. Voilà, alors il y a un point qu'on veut absolument mettre en avant, c'est qu'on est en totale opposition avec les outils qui mettent 2 ans à être mis en place pour des budgets de plusieurs millions d'euros. Nous, on le fait de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur
les phases clés de votre processus, les mettre en place dans un premier temps et que vous puissiez avoir des résultats concrets très rapidement en quelques semaines. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est ce qu'on a réalisé avec la CNP. En 3 mois, ils étaient capables de tracer les phases clés de leur processus en étant en plus connectés avec leurs partenaires extérieurs. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est évidemment extrêmement important. Et l'idée, c'est derrière de pouvoir, si jamais vous souhaitez modifier, allonger, industrialiser le processus, c'est de se servir de la flexibilité de la solution pour pouvoir ajouter des étapes, ajouter des équipes, ajouter d'autres outils qui peuvent être connectés, ajouter des partenaires extérieurs pour que vous puissiez récolter un maximum d'informations sur la solution. Et effectivement, donc, nous, on va apporter vraiment la solution technique et on est en partenariat avec Elancy parce qu'évidemment, ils ont une très bonne connaissance du métier, mais ils peuvent aussi nous accompagner sur la gestion du projet, qui est aussi une phase très importante dans ce type de projet qui sont multi-partenaires. Donc voilà pour notre présentation. Maintenant, on va essayer de répondre aux différentes questions que vous avez posées sur le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à compléter, ou si jamais vous avez d'autres réactions, n'hésitez pas à compléter. Et merci déjà beaucoup pour votre écoute. Alors, l'une des questions qu'on a, c'est est-ce que cet outil va rechercher dans les bases de l'administration fiscale ? Alors, aujourd'hui, sur l'administration fiscale, en fait, tout dépend de l'ouverture des bases extérieures. Typiquement, si jamais je prends les bases qui sont affiliées à Agira, aujourd'hui, ils ne proposent pas d'API ou de connexion extérieure. Ce qui fait que là, on va plutôt demander à un opérationnel de faire la recherche et d'intégrer cette recherche dans des formulaires pour que justement ça fasse partie de la piste d'audit. Maintenant, toute base de données extérieure qui est ouverte, on va pouvoir s'apaiser à cette base-là pour justement récupérer directement l'information et éviter d'avoir une saisie manuelle qui en plus peut générer des erreurs des erreurs voilà, qui sont liées à l'humain. Donc, on va s'intégrer à l'ensemble des bases qui sont ouvertes. Ensuite, on a une autre question sur quel est le point de vue de la CPR sur le recours à des cabinets d'enquête ou à des généalogistes. Alors, ils sont pas du tout contre le recours à ces prestataires. Ils sont d'ailleurs plutôt pour dans le fait d'engager toutes les recherches possibles. Par contre, il faut être extrêmement vigilant sur le fait, d'auditer son prestataire, c'est-à-dire de s'assurer qu'il applique bien toutes les règles qu'on lui a définies. Et surtout, le point sur lequel il faut être vigilant, c'est quelles sont les informations que moi, en tant qu'acteur d'assurance, je transmets à mon prestataire pour lui permettre de maximiser ses chances de retrouver le bénéficiaire. Ce qu'on peut constater assez rapidement aujourd'hui, c'est qu'en fait, le cabinet d'enquête, je vais souvent lui envoyer assez peu d'informations, hein, le nom, le prénom, la date de naissance de la personne, éventuellement la ville où elle est décédée, son lieu de naissance, mais ça va souvent se limiter à ça, avec des informations qui sont souvent remplies manuellement par les gestionnaires. Aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de viser, c'est de collecter un maximum d'informations au sein de son système d'information pour lui transmettre en fait le maximum d'éléments. À titre personnel, hein, j'ai constaté que la CPR, sur certains de ses clients, il reprochait à l'assureur de finalement de ne pas avoir envoyé telle ou telle information qui était dans le SI, qui aurait sans doute pu permettre au cabinet d'enquête de trouver, d'avoir une issue positive, alors que ce n'a pas été le cas. Alors, on a une question qui est liée à l'intégration avec les outils existants. Donc, bon, effectivement, ça dépend toujours de quel est l'outil qu'on a en face de nous, hein, pour l'intégration. J'ai essayé de donner des exemples, hein, pendant la présentation, en disant qu'on peut se connecter simplement à des outils comme le PEGA de CNP ou les outils des enquêteurs. Je peux donner un autre exemple qui est un exemple qui vient d'un cas qu'on traite avec AXA, un cas similaire avec AXA Partners. On s'est connecté avec le Pôle emploi suédois
on a ouvert leur première API en 3 semaines. Donc, c'est plutôt, je préfère vous fournir des statistiques pour vous démontrer qu'on a une solution qui est naturellement ouverte vis-à-vis de systèmes extérieurs. Et voilà, donc, enfin, c'est vraiment l'idée d'origine de la solution, c'est de pouvoir rassembler des informations qui viennent de différents acteurs et de différents outils. Il y a un autre exemple qui est aussi important, c'est que typiquement sur lesquels la CNP, ça leur a permis d'éviter ou en tout cas de diminuer le nombre d'interactions qu'ils avaient avec leurs prestataires de digitalisation et donc d'économiser près de 150 000 euros annuels sur ces dossiers de digitalisation. Parce qu'évidemment, avec les formulaires sur la solution, vous n'avez plus besoin de digitaliser les données, c'est directement fait, et avec les API, on va récupérer les informations à la source. Alors, on a aussi une question sur comment onboarder les prestataires externes. Donc, effectivement, avec la CNP, on a 2 prestataires externes qui ont été engagés. Donc, généralement, ce sont des prestataires qui collaborent déjà avec vous. Et on sait que cette collaboration, on va dire qu'elle est entravée par un système qui peut être basé sur des échanges très manuels, très papier, et donc pas nécessairement optimisé. Et donc le fait de pouvoir discuter de la solution, de pouvoir présenter la solution, et de pouvoir démontrer que justement on est apaisable, enfin connectable simplement au système existant, et que ça va permettre de fluidifier les échanges, c'est de cette manière-là qu'on engage les prestataires extérieurs pour leur expliquer qu'en fait, ça va juste optimiser le business as usual que vous avez, qu'ils ont avec vous, en fait. Donc, c'est vraiment de l'optimisation de l'existant. Comment est-ce que je fais pour passer d'étapes qui sont très manuelles, très papier, à des échanges, en fait, qui sont totalement fluides entre les différents acteurs. Et donc, pour eux, ça leur apporte aussi de la visibilité sur le processus. Non seulement ça leur apporte de la fluidification, mais aussi de la visibilité sur le process, parce qu'ils savent très concrètement quelles ont été les étapes qui ont été faites auparavant, et ils savent quelles données sont fournies par CNP. Y a-t-il des contraintes RGPD? Alors, aujourd'hui, sur ce processus-là, on n'en a pas spécialement à ce jour-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que typiquement, c'est sur un autre cas qu'on traite, encore une fois, avec une autre entité d'AXA. Pour tout ce qui est RGPD, on est capable de récolter le consentement des différents acteurs. Et donc, du coup, ça fait partie de la piste d'audit. Et donc, on est sûr et certain de pouvoir travailler sur la donnée qui nous est transmise et d'avoir le droit de le faire. Donc, c'est comme ça qu'on répond à la réglementation RGPD. De la même manière, sur le droit à l'oubli, si jamais on a un compte qui disparaît, on peut supprimer l'ensemble des informations de la solution. Donc, on est capable, évidemment, de répondre à cette réglementation. Et on a des cas d'usage qui sont un peu plus spécifiques là-dessus, où justement, on va pouvoir récolter le consentement du client pour pouvoir utiliser sa donnée et que cette donnée puisse être échangée entre différents acteurs, tout en étant sûr et certain qu'on ait le droit d'échanger ces données-là. Alors, quelles sollicitations des acteurs internes lors du projet, puis en maintenance, évolution? Alors, en fait, on a une solution qui est full SaaS, donc ça veut dire que vous pouvez vous connecter à la solution directement avec un accès Internet. C'est ce qu'on veut, c'est vraiment que toute la technologie, toute la complexité technologique soit au niveau de Stratum et que vous puissiez directement traiter votre processus de manière la plus simple possible. D'accord ? Alors, il y a quand même un aspect où on va évidemment demander et solliciter les acteurs internes, c'est si jamais on doit s'interfacer à des outils existants. Et donc là, nécessairement, on va avoir besoin d'eux pour bien comprendre quel langage parle l'outil existant. Alors, on a des API, on a aussi développé ce qu'on appelle des Software Development Kits, ce qui fait qu'en fait, les acteurs internes peuvent par eux-mêmes
interfacer simplement et parler à la solution simplement en utilisant ces software development kits. Si jamais on est sur des solutions qui sont un peu archaïques ou difficilement connectables, on peut utiliser des web services ou voir des intégrations de dossiers, de données CSV, Excel aussi. Hein. Donc voilà. Et donc c'est surtout sur cette partie intégration qu'on va parler avec les équipes techniques. Et en revanche, et c'est là aussi on est accompagné par Eloncy qui connaît très bien les équipes métiers et les besoins métiers, c'est qu'on va pas mal discuter avec le business. Pourquoi? Parce que la solution, via la digitalisation, via l'automatisation, va pouvoir transformer le processus. Hein. Donc on va pouvoir supprimer des étapes, automatiser certaines étapes, etc. Et donc c'est un travail qu'on va faire avec le métier pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Et donc, une fois que la solution est mise en place, pour les DSI, il n'y a pas de problématique de maintenance parce que c'est compris dans l'offre de Stratum. Donc, tout ce qui est update et maintenance, c'est totalement compris et support, c'est totalement compris dans l'offre de Stratum. Ce qui fait aussi, que vous avez une visibilité complète sur les prix qu'on vous propose. Hein. C'est-à-dire qu'on propose une licence et derrière, on a la maintenance, le support, les évolutions, etc., etc. Alors, autre question, effectivement, la solution permettait un archivage partiel pour les dossiers en déshérence. Oui, ça permet, on peut archiver effectivement les pistes ou les traces qu'on a. Hein, donc, on peut le faire, on peut le configurer en fonction de vos besoins. Donc là, on sait typiquement que pour certains cas, ça peut être sur plusieurs dizaines d'années. Et ça, on est capable de le faire, d'avoir ce système d'archivage et que vous puissiez revenir pour vous référer à une piste d'audit. Et au lieu de devoir réenquêter sur toutes les actions que vous avez faites, eh ben, vous pouvez vous référer à cette piste d'audit et accéder à l'ensemble des informations qui ont été faites à l'époque. Ce qui est aussi intéressant pour le régulateur, hein, si le régulateur vient, ou pour les audits internes, de simplifier un petit peu ces audits-là. Et donc de diminuer aussi les coûts de ces audits-là. Ça fait le lien avec une autre question. Quelles ont été les difficultés qu'on a pu rencontrer lors du contrôle ACPR et par rapport aux demandes que les contrôleurs ont pu nous faire? En fait, il y a eu une énorme difficulté en fait, à collecter toutes les pièces des dossiers, à savoir que les contrôleurs vont venir vous demander tous les éléments qui permettent de tracer tout ce que vous avez fait sur les dossiers. L'intérêt étant d'en retrouver un maximum pour prouver que vous avez fait le maximum. Et nous, on a pu constater que c'était une réelle difficulté de venir justement désarchiver tous les documents partout en France si jamais vous avez une gestion décentralisée. Ou encore, il y a eu un énorme travail d'analyse dossier par dossier pour prouver, pour au moins expliquer tout ce qui a été fait sur le dossier. Et tout ça, ça a mobilisé les équipes en interne, enfin, voilà, presque à temps plein pendant plusieurs mois. Et donc l'intérêt là de cette solution, c'est aussi de minimiser finalement l'impact que va avoir un contrôle ACPR sur votre run, en fait, sur le maintien de votre production à un niveau normal. Je vois qu'il est 13h58, donc on va peut-être arrêter les questions ici et on va conclure. Donc, la première chose, c'est que je voulais vous remercier évidemment pour votre écoute, vos participations à cet événement et vos questions. Donc derrière, évidemment, vous serez en mesure de télécharger ce séminaire hein, pour pouvoir le revoir en replay si jamais ça vous intéresse et de partager en interne. On va aussi vous contacter hein, pour bien comprendre quels sont vos besoins et puis qu'on puisse faire un follow-up par rapport à cet événement. Déjà pour comprendre si jamais ça vous a plu et comment est-ce qu'on peut améliorer les prochains. Et puis évidemment, si jamais les solutions ou l'offre qu'on vous a proposée aujourd'hui peut vous intéresser sur vos projets en interne. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.